vous remercie pour vos questions. Effectivement, c'est tout à fait d'actualité. Concernant l'OTW, donc tout d'abord, je confirme que les contacts entre mon cabinet et l'OTW sont quotidiens et qu'il y a également des concertations qui sont prévues entre les différents opérateurs, depuis le début de la crise également, entre les différents opérateurs de transport belges pour avoir les mêmes décisions, les mêmes mesures qui sont prises dans l'ensemble des transports en commun, de même qu'entre l'ensemble des ministres de la mobilité qui se sont vus, qui ont été en contact plusieurs fois, dont encore ce mardi, en préparation du Conseil national de sécurité de cet après-midi. Il y a des contacts, bien entendu, également avec l'administration, le centre de crise, etc. Concernant la restriction du nombre de passagers dans les bus, alors effectivement, nous avons appliqué la distance physique qui était préconisée. Cela a évidemment fait chuter très fortement le nombre de personnes qu'il est possible d'avoir dans un bus, c'est-à-dire au niveau des TEC de 5 personnes dans les bus standards, de 12 dans les bus articulés. Dans la toute grande majorité des cas, ça n'a pas posé, ça ne pose pas de difficultés, puisque évidemment les déplacements des personnes ont été fortement diminués depuis qu'il n'y a plus de fréquentation scolaire, que beaucoup de personnes télétravaillent, que beaucoup de déplacements non essentiels ont été supprimés. Et par ailleurs, des mesures d'accompagnement ont été prises. Donc j'avais demandé qu'il y ait une attention particulière au niveau de l'OTW aux lignes qui pouvaient être néanmoins à certaines heures problématiques dans le sens où trop de personnes ne pouvaient pas rentrer dans le bus. Donc nous avons prévu un renforcement de lignes là où des problèmes récurrents de saturation étaient présents. Et il y a également eu une communication claire de l'OTW à ma demande, notamment dans le cadre des inforoutes de la RTBF, sur la nécessité, et croyez bien que pour un ministre de la Mobilité, c'est extrêmement déplaisant de devoir faire ce message, mais de réserver l'utilisation des transports publics aux déplacements essentiels. Parce que le message habituel de la région, c'est plutôt de dire surtout utiliser les transports en commun. Mais bon, ici, nous sommes dans une situation tout à fait particulière. Donc, nous avons dû avoir des messages contradictoires et dire, voilà, pas contradictoires, mais adapter les transports en commun. C'est un service public de base et il doit être assuré pour les déplacements essentiels. Mais pour le préserver, il faut aussi en limiter l'usage. Et en tout cas, là où on est sûr de ne pas se tromper, c'est quand on appelle les uns et les autres à faire le plus de déplacements possible en mode actif, c'est-à-dire à pied ou à vélo. Et c'est d'autant plus facile, évidemment, qu'on a beaucoup moins de déplacements de longue distance qu'en temps normal et que donc beaucoup de ces déplacements peuvent être effectués de cette façon. Et ainsi, on préserve la capacité des transports en commun pour les besoins vraiment essentiels et les personnes qui ont aussi des difficultés à se déplacer. Des situations problématiques ont toutefois été constatées ponctuellement à Charleroi et en province du Luxembourg. Dans les deux cas, ces situations ont pu être résolues grâce à la coopération des autorités locales et spécifiquement pour Charleroi, grâce à la coopération également de la police. Avec les mesures progressives de déconfinement que l'on voit venir, même si elles ne sont pas encore décidées, on devrait en savoir plus d'ici ce soir, il est possible évidemment que les normes de distanciation sociale soient revues, puisque bien entendu que les nombres que j'ai cités de personnes par bus ne peuvent pas être maintenus si l'on a un déconfinement même partiel, parce que forcément les déplacements vont réaugmenter. Lors de la conférence interministérielle des ministres de la Mobilité qui s'est tenue ce mardi, nous avons unanimement, l'ensemble des ministres, demandé que les consignes du Conseil national de sécurité soient claires à ce sujet. C'est évidemment pas aux sociétés de transport ou aux ministres de la Mobilité de déterminer qu'est-ce qui est raisonnable en termes de distance et en termes de nombre de personnes dans un bus, par exemple, du point de vue sanitaire. Donc il faut que les consignes soient claires et que ça puisse s'appuyer sur justement cette concertation permanente entre notamment les différentes sociétés de transport. La question de l'équipement requis pour les conducteurs et pour les voyageurs doit aussi faire partie de la décision et de la communication du CNS. Par exemple, si le CNS décide du port du masque pour les voyageurs, nous souhaitons, les ministres de la Mobilité, que la consigne soit claire et que donc on ait alors une obligation du port du masque. Parce que si on est dans des messages qui ne sont pas clairs, on risque d'avoir des soucis, des conflits également entre les usagers, etc. La question de la distanciation en lien avec le port du masque doit alors être clarifiée. Si tout le monde a un masque dans les transports en commun, quelle peut être la distance entre personnes, quelle devient la nouvelle capacité, qui sera peut-être pas la capacité complète habituelle, mais qui sera quand même supérieure à celle que nous connaissons aujourd'hui.
Il faut également, bien entendu, préciser clairement quel est le masque autorisé. Et comment est-ce qu'on peut le contrôler? De ce point de vue-là, la police sera certainement aussi sollicitée parce que ce n'est pas le boulot normal, je dirais, des chauffeurs ou des accompagnateurs d'opérer ce genre de choses. Mais il faut clarifier donc quel type de masque est autorisé. Par exemple, les autorités luxembourgeoises ont décidé d'imposer le port d'une protection du visage dans les transports publics, mais ont précisé que ça pouvait très bien être aussi une écharpe ou un foulard, du moment que c'était placé devant le nez et la bouche. Voilà, c'est au Conseil national de se prononcer là-dessus et en tout cas d'être clair. En ce qui concerne l'équipement des conducteurs, j'ai personnellement veillé à ce que le gouvernement wallon prenne en compte cette problématique dans ses commandes de masques, ce que nous avons fait depuis plusieurs semaines. Et il y a donc la possibilité de mettre à disposition des conducteurs et du personnel exposé des masques dès que l'on entre dans une période de déconfinement et qu'on devrait avoir plus de personnes dans les bus et donc ne plus permettre les distances interpersonnelles telles que nous les connaissons. Toutes ces demandes ont donc été exprimées lors de la conférence interministérielle dont j'ai parlé et pourront également être relayées par le ministre-président aujourd'hui même au Conseil national de sécurité. Au sujet des autres mesures déjà mises en place, le souhait de l'OTOE est de les maintenir dans un premier temps, donc à savoir le renforcement du nettoyage des bus, l'entrée uniquement par la porte arrière, la non-validation des billets et l'impossibilité d'acheter des titres de transport au sein des véhicules. Pour ce qui concerne la question de M. Matagne sur le niveau d'offre de transport, il y a également une bonne nouvelle. L'OTOE m'a fait part cette semaine de sa capacité à reprendre une offre de transport complète dès le 4 mai. En tout cas, en 72 heures, on est en capacité de réactiver l'offre complète. Cet état de fait, combiné à un déconfinement progressif et non total, permettrait donc de diminuer la pression sur les transports publics, forcément si on réaugmente l'offre également. Concernant les questions sur le vélo posées par M. Evart, je pense comme vous que le vélo est effectivement un moyen très efficace et résilient en cette période, d'autant qu'on est en plus dans une période particulièrement agréable du point de vue du climat. C'est par ailleurs, comme précisé dans la réponse à votre précédente interpellation sur l'évaluation économique d'une politique vélo, un mode de déplacement positif pour la santé et pour l'économie. Et lors de la conférence interministérielle toujours de mardi, ma collègue bruxelloise et moi-même avons d'ailleurs insisté également pour le Conseil national de sécurité mettre la marche et le vélo en avant comme moyen de déplacement à privilégier dans cette période compliquée pour les courtes distances. Également, par exemple, que l'on réouvre notamment les magasins de vélos, parce que ça n'a l'air de rien, mais s'il y a des soucis techniques ou des besoins nouveaux qui doivent être remplis pour certaines personnes, que ça puisse être une possibilité pour encourager ce mode de déplacement. Au vu des exemples étrangers notamment, j'ai également adressé la semaine dernière un courrier aux communes pour les inviter à fermer tout ou partie des voiries à la circulation automobile, lorsque c'était possible, en tout cas des aménagements spécifiques en cette période où il y a également une baisse du trafic automobile, et donc c'est tout à fait possible parfois de le faire pour avoir un plus grand espace pour les piétons et les cyclistes, et donc une meilleure dispersion, une meilleure distance interpersonnelle, ce qui peut aussi inclure parfois la création d'infrastructures d'urgence ou temporaires. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine d'exploiter ces possibilités. J'ai donc également demandé au SPOE de se tenir à disposition des communes pour les conseiller et les aider dans leur démarche. Ça peut également inclure de l'aide logistique, notamment au niveau du matériel de signalisation. Enfin, je note votre bonne suggestion de disposer d'un guide des bonnes pratiques à destination des autorités locales, qui serait certainement utile non seulement à court terme, mais aussi dans un second temps, lorsque nous serons sortis de cette crise. Et donc, je ne manquerai pas de transmettre cette demande à l'administration. Voilà, Monsieur le Président, une réponse peut-être plus longue. Je vous avoue, je n'ai pas vérifié le temps, mais c'est évidemment d'actualité.